Allez, c'est parti. Donc, du coup, pour le calendrier économique de la semaine, après. Donc, une grosse semaine qui arrive. Hein. La semaine qui vient de passer était un peu plus light. Et donc là, cette fois-ci, c'est une grosse semaine qui arrive, qui nous attend. Ah ouais. Donc, lundi, toujours le décalage horaire avec les États-Unis. Ça va nous permettre d'avoir un FOMC plus tôt que d'habitude. Lundi 17 mars, donc en premier lieu, 13h30, les ventes au détail américaines, donc qui nous servent, qui servent notamment à un petit peu construire la psychologie de marché, plus que d'avoir une bougie à proprement dit sur ce mouvement-là. On va avoir dans un second temps les ventes de détail aux États-Unis et le GDP d'Atlanta à 19h, donc 13h30. Les ventes au détail et 19h, donc nous aurons le GDP. On peut voir qu'il est toujours attendu en contraction de presque 2,5%. Le mardi 18 mars. Mardi 18 mars, donc on va avoir donc ça on peut se le marquer, 13h30, l'indice des prix à l'export, à l'exportation, donc pareil, hein, toujours pour avoir la tendance un petit peu du travail psy, même si cette semaine ça ne dépendra pas vraiment de ça. Les productions 14h15, tout sera fermé, on va le garder. On va juste devoir faire attention. Donc à 18h, les obligations 20 ans. Le Red Book à 13h55. Ouais, 20 ans. Alors 13h55, c'est l'indice, hein, voilà, c'est ça, ouais, 13h55, l'indice du Red Book. 18h, obligation 20 ans, et donc 18h15 dans la foulée, le GDP Atlanta, pour ceux qui traitent un petit peu en fin de journée, ça peut faire quand même des bougies et qui secouent un petit peu. Et donc mercredi, le jour tant attendu de la semaine, on aura donc pas grand chose à se mettre sous la dent, mais midi quand même, je vais me marquer. Donc, midi, le taux hypothécaire 30 ans, toujours dans le même esprit, hein, le taux hypothécaire 30 ans, ça veut dire quand même un petit peu peut-être les prises de risque que peuvent faire les jeunes Américains. Hein, donc c'est aussi la confiance qu'ils peuvent avoir. Vous vous doutez que quand on emprunte à 30 ans, c'est pas lorsqu'on a 60 ans. Alors 19h, projet du taux d'intérêt première année T1, projection économique du FOMC. Donc 19h, on va le regrouper sous ça, hein, projection économique FOMC pour la première réunion. Et donc du coup, le communiqué du FOMC suivi donc de la décision des taux et donc en suivant 19h30, tonton Powell. Donc là, ça va bien secouer. Après, donc, on nous donner le sens de la semaine et du mois, de la fin du mois, espérons. On va avoir donc jeudi 20 mars
toujours pareil, 13h30, le chômage américain. En suivant, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, qui va un petit peu compter, bien que c'est plus pour moi pour les analyses. Les 15 heures de marché ouvert, on va avoir les ventes au logement. Ça peut, en ce moment, ça y est, on recommence un petit peu à regarder les ventes au logement parce que, on va le voir, il y a une peur de récession quand même aux États-Unis. Hein. Donc voilà, l'indicateur avancé surtout aussi. « 18h, le TIPS 10 ans. On sait que 10 ans, c'est quand même une c'est un socle phare de temps, une des bases de temps de crédit les plus importantes. Et donc, le 21 mars, on va conclure par un discours à 14h, un discours de Williams, 14h05. Et ce sera tout. Voilà pour vendredi, ce sera tout. Donc, bon. Il y a surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va avoir un rollover. Donc, puisque hier c'était le 15 du mois, on va passer sur le rollover. Donc, c'est-à-dire que tout le monde qui est ici, alors attendez, je vais ouvrir mon Ninja pour que je puisse vous montrer. Vous allez devoir aller changer la date donc, de votre échéance de contrat. Hein, donc ici, là en haut, vous avez écrit NQ0325. Vous allez cliquer dessus 2 fois et vous allez juste sélectionner le 3 pour mettre le 6. Et donc, vous faites 6 à la place du 3 et vous faites entrer. Une fois que c'est connecté, on va attendre. Alors, normalement, là, ça ne va pas vous le charger de suite, je pense. Ça va vous le charger à minuit. Ce qu'il faudrait, c'est, je pense que le marché va s'ouvrir à peu près vers les 20 000 points, hein, entre 19 900 et 20 000. Donc, je ne sais pas si tout le monde a... Tout le monde a quoi? a bien compris là, comment le mettre en place. Donc, quand vous ouvrez votre Ninja, ici, vous avez NQ0325. À la place du 03, vous venez mettre 0625. Vous faites entrer et donc ça vous chargera la nouvelle échéance de contrat. Alors, pourquoi qu'est-ce qu'un rollover? Tiens, d'ailleurs, ça peut être intéressant si vous voulez pour certains qu'on aborde ce sujet. Un rollover, c'est quoi? C'est que forcément, un contrat futur, il a forcément une date de péremption. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, quand on a démarré, on va essayer d'être dans les grandes lignes hein, pour pas que ce soit trop technique. Sinon, ça semble, comme c'est très abstrait, ça peut être compliqué à comprendre pour tout le monde. Mais ce qui est important de comprendre, donc, c'est que quand vous êtes sur un contrat futur, vous êtes sur un contrat à échéance, d'accord? Puisque on n'est pas sur le cash, on n'est pas sur le réel, on est sur une interprétation et on est surtout sur un cours indexé à un prêt par la banque. Donc, souvenez-vous, ce que je vous disais, c'est qu'en gros, bon là, il est à 19 600 points, d'accord? On a dit que c'était 20$ le point, puisqu'on trade, nous, sur le marché à 20$. Donc, par mathématiques, c'est simple. Hein, il nous faut normalement, pour pouvoir prendre un seul contrat Nasdaq, il nous faut donc pas loin de 400 000$, hein, donc 392 000$ pour pouvoir acheter un contrat Nasdaq. Ok, ça c'est ce qui nous, si on était en compte propre, il nous faudrait ça. Si on est en donc 19 600 points, on a dit. Hop. Voilà, c'est plus sympa. Donc, il nous faut donc à 20$ le point.
Ça nous ferait donc, on a dit 392 000 $. OK, jusque-là, c'est des maths qui sont très simples. Ce qui se passe, c'est que donc nous, même si on avait 50K ou 25K, puisqu'on est sur des comptes 25K, il faut bien que par différence, 392 moins 25, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous avance, qui nous prête ces 367 000 $, d'accord, d'encours qui sont risqués si le marché venait à être à zéro demain pour une raison X ou Y, d'accord. Bon, bien sûr que le marché à zéro, ce serait quand même pas possible, mais ça reste ça la base. Donc, l'écart entre 392 et 367, les 367 000 $ de la valeur du marché, il faut bien que quelqu'un nous le prête, d'accord. Donc, ce prêt, il n'est pas gratuit, et donc ce prêt, il est pris par la banque directement sur le prix du cours du marché. Donc, c'est-à-dire sur le contrat futur. Le contrat futur, ici, le cash peut-être cote à 19 200 points, par exemple, et eux, ils prennent 400 points de frais directement sur le prix qu'on achète pour être sûr que l'effet de levier qu'ils nous font, en fait, puisque on a une exposition, on a mis que 25 000 ou que 50 000 si on était en compte propre, de la même façon. Et par contre, on arrive à trader avec presque 400 000 $. Donc, l'écart, c'est bien un effet de levier qui a été mis en place, qui nous a été prêté par le courtier pour qu'on puisse acheter le contrat, d'accord. Donc ça a un coût, et ce coût, il évolue donc chaque trimestre. Donc il y a 4 échéances dans l'année, et donc comme les échéances peuvent être tradées tout au long de l'année, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, on peut trader l'échéance du 12-25, si on a envie, on pourrait prendre ça. Donc en fait, forcément, le prêt qu'ils nous font pour jusqu'au 12-25, jusqu'à l'échéance du 12-25, il est plus éloigné que celui du 0,3 ou 0,625, et donc il coûte plus cher. Donc comme l'argent est prêté pendant plus longtemps, le cours est forcément plus élevé, puisque c'est le taux d'intérêt qui vient d'être appliqué sur le cours de change qui compte. Donc en gros, bon, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en gros, dans l'idée, on pourrait trader le 12-25, sauf qu'il n'y a pas de liquidité forcément sur ce contrat futur, puisque les personnes s'attardent au contrat futur en cours le plus proche, et elles tradent le plus proche de la date. Donc maintenant, le plus proche de la date, c'est le 0,625 qui périmera donc le 15 juin, et qui ira du coup jusqu'au 15,09 en suivant, et après jusqu'au 15,12 en suivant. Voilà. Et après jusqu'au 15,03, etc., etc. D'accord. Donc là, je pense que le marché va ouvrir à peu près entre 19 900 et 20 000 points, normalement. Donc, ce sera dû au rollover, on appelle ça, au roulement de l'échéance, et donc à la mise en place du nouveau taux de prêt, si on peut dire, par le broker, et donc le courtier, la différence de prix que le courtier va prendre sur le cours. Donc, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'avoir un petit gap qui va se créer sur l'indice. Vous voyez qu'on était plutôt vers les 700 à peu près, 712. On devrait ouvrir à peu près vers les, je pense, vers ici, là, la R1J, voire donc du coup entre 20 000 et 19 900, et qui se rapprochait de cette, du coup, S1M, de ce gap qui est intéressant. Pardon, j'enlève le son. Pardon. Donc, si vous voulez, graphiquement, qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est que on était sur quand même une réelle tendance baissière. Ce qu'on avait identifié la semaine dernière, c'est que depuis la grosse tendance baissière qui avait démarré ici vers le 21 février, on était resté sous la pression baissière de la droite, et que la semaine dernière, déjà, la semaine avant, on était repassé plutôt au-dessus de la pression baissière, et on rebondissait chaque fois qu'on venait la toucher. Et là, dans cette semaine, la semaine qu'on vient de passer, il y a plutôt eu une phase d'horizontalité du marché, donc d'accumulation du marché, où le marché a plutôt arrêté sa chute en avant et sa verticalité pour se mettre plutôt à l'horizontale, et autour du coup, plutôt dans les 19 500 de moyenne,
avec un point bas vers les 150 et un point haut vers les 750, donc en restant sur cette dynamique-là. Qu'est-ce qui peut être espéré du coup sur la semaine qui arrive? Déjà, c'est que, comme je vous disais, le rollover, le changement d'échéance, nous ramène directement vers la latéralisation que l'on avait eue ici, hein, vers cette box-là. Donc, on devrait revenir plutôt vers les entre 19 900 et 20 000 à mon sens, hein, je pense. On verra à l'ouverture, mais un peu au-dessus de la R1J. Et donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'identifier que pour une fois, ce serait la première fois que, ça y est, on revient finalement, on l'a déjà fait dans la semaine ici, on l'a déjà fait ici, on reviendrait casser un plus haut, donc on reviendrait faire un plus haut, et on essayerait de se redresser avec quand même en journalier, si on le regarde, normalement on doit avoir une belle loi de dos qui a démarré ici, vous voyez, bien plate, donc avec un corps bien plat, pour nous donner la tendance d'une ouverture avec le rollover plutôt bleu, comme ça, et donc avec la possibilité d'un retournement de marché, plutôt peut-être pour revenir après en suivant, espérons-le, vers ici, en faisant une ou deux bougies bleues. Bon, ça, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le moment décisif pour le marché, à savoir s'il se retourne ou s'il dégringole complètement. La Fed va devoir donc communiquer. Bien sûr que personne ne s'attend à ce que la Fed ne baisse ses taux. Alors, elle pourrait surprendre tout le monde en le faisant, mais personne ne s'attend à ça, hein. On peut regarder d'ailleurs le CME, mais je pense qu'on est à plus de 90%. De toute façon, la dernière fois, c'était le cas. Je ne vois pas pourquoi, voilà, 99% du marché qui s'attend à des taux qui ne changent pas, qui ne bougent pas. Donc, ce serait plus que surprenant pour le marché et plus qu'une nouvelle très haussière pour le marché si la Fed venait à surprendre et à baisser ses taux. Mais outre la décision des taux, c'est les mots, le message qui va accompagner cette décision de taux qui va le plus compter. Pourquoi? Parce que le marché est vraiment, donc cette chute, cette dégringolade qu'il y a eu un peu sur le marché. Le marché a quand même perdu, passant de 22 000, on est parti, je crois, de 22 100 allant jusqu'à 19 100, donc quand même perdre 3000 points comme ça. On a perdu, ça veut dire dans les 4, pas tout à fait 4%, 14%, pardon, il me semble, ouais, 13,57. Donc on a perdu pas loin de 14% quand même, hein, sur le marché au point bas. Et là, on est quand même toujours au-delà des 10% de pertes, à savoir que normalement, quand le marché perd 10%, c'est là où on commence à parler de retournement de marché, et donc la probabilité que le marché grippe et du mal à réinverser la tendance, hein. Donc ça peut être douloureux pour lui, très difficile pour lui de renverser la tendance et de repartir à la hausse. Donc ce qui va être décisif, ça va vraiment être les mots qui accompagnent la Fed. On peut voir que dès ce week-end, il y a eu un peu une pression encore de la part de l'administration Trump, puisque le secrétaire au Trésor a en gros clairement dit que il n'était pas inquiet de la baisse des marchés et de la chute des marchés, notamment aussi du S&P qui a pris une grosse claque de plus de 10%, donc il n'était pas inquiet de ces baisses-là, et qu'il n'en avait que faire par rapport à la politique qui était à mettre en place. Donc on sait que la valorisation des marchés par le rendement, en fait, hein, le rendement des actions, puisqu'on était quand même proche des 29 fois les bénéfices, était surchauffé et avait été dit au moment où Powell était passé devant le Congrès, qui trouvait que quand même les actions étaient, en gros, les actifs étaient trop chers, hein, étaient trop valorisés. Donc là,
voilà, là c'est le moment clé. Quelle va être la parole du Saint-Esprit, si on peut dire, et quelle va être la parole de Powell? Est-ce qu'il va nous rassurer, et est-ce qu'il va un petit peu rassurer les marchés avec des mots peut-être qui peuvent laisser espérer au marché que les 3 mois à venir soient les plus durs à passer et que dès mai, il y ait une possibilité de, baisse de taux le plus rapide en fait qu'attendu. Est-ce que comment il envisage la politique de Trump? Est-ce que justement aussi on l'avait vu, les effets que ça peut avoir sur, regardez, voilà, le 10 ans américain, est-ce que les effets que cela peut avoir sur le 10 ans américain sont à un moment donné aussi le but et font du bien à Powell et au marché, puisque quand même en peu de temps, hein, finalement, si on compte en un mois, 2 mois à peu près, on est passé de 4,80 à, on a gagné 50 points de base. Donc voilà, est-ce qu'à un moment donné, le Powell va reconnaître ça à Trump, et ou est-ce que c'est mal vu par la Fed? Ça va être un peu le gros questionnement. Si Powell, entre guillemets, ne rassure pas les marchés, la dégringolade peut être vraiment très, 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 très forte, celle qui pourrait venir, être vraiment vertigineuse jusqu'à au minimum 18 350 et après 16 400 en target. Hein, on l'avait identifié ensemble. Regardez, on avait ici 18 350 ici, et après il y avait 17 000 et quelques, et c'était vraiment le gros du gros, c'était plus vers les 16 000 ici, qui nous semblait judicieux. Donc, bien sûr que si le marché venait à casser les 16 400, alors là, ce serait quand même la grosse panique, et je ne pense pas que qui que ce soit n'ait envie de ça. Pourquoi le marché dégringole à ce point? Clairement, le marché est victime des soubresauts du président américain, qui un jour taxe de 25% le Canada, l'autre jour de 25% les Européens, et puis le lendemain, il annule tout, et le surlendemain, il retaxe finalement de 100% et de 200% sur d'autres produits. Donc c'est assez, ça va dans tous les sens, ça secoue très fort. C'est très très dur à lire la tendance. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça plombe le moral des Américains. Et ce que l'on peut voir, alors attendez, j'ai fermé le CME. Et des fois de nous aussi. De quoi? De quoi? Le moral. Des fois le nôtre aussi. Le plan, je dis. Donc, le moral des autres, mais des fois le mien aussi. Hein. Je peux te rassurer. Et donc, du coup, si on regarde la semaine dernière, on avait des chiffres, donc, notamment sur la confiance des consommateurs, qui, voyez ici, l'indice du Michigan, l'attente des consommateurs qui ralentit fortement, hein, c'est-à-dire qu'on passe de 64 à 54, et on a vu que, pareil, dans les anticipations d'inflation, on attend plus d'inflation qu'attendu. Donc ça, c'est une tendance de marché. Donc qu'est-ce que ressentent les consommateurs sur le marché? Et donc s'ils ont peur d'avoir plus d'inflation, on peut se dire qu'il y aura moins de consommation. Et donc c'est ça le principal risque qu'il peut y avoir au niveau de l'économie, qui laisse penser à une récession économique aux États-Unis. On sait que c'est très très dur de relancer une machine, c'est beaucoup plus dur de la faire freiner c'est beaucoup plus dur, de la relancer que de la faire freiner. Et donc jusqu'à maintenant, la Fed faisait freiner la machine, mais de manière très 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 contrôlée. Là, celui qui a pris le contrôle, par contre, a décidé qu'il n'allait pas le faire de manière contrôlée, il allait le faire de manière forte.
Et donc, ça stresse énormément, du coup, le marché qui se dit qu'il y a il y a un énorme potentiel de récession aux États-Unis, ce qui serait quand même dramatique au niveau mondial, hein, bien sûr, et au niveau économique pour le pays. Donc tout ça pour dire que la Fed ne peut pas rester face à ça les bras croisés, et donc que dans cette bataille, dans ce bras de fer, on l'a vu la semaine dernière, il y a très peu de choses nouvelles finalement par rapport à la semaine dernière, mais en gros, soit c'est stratégique de la part de Trump et c'est fait pour que la Fed accélère son mouvement de baisse de taux par la mise en place d'un ralentissement économique qui bousculerait la Fed dans ses décisions et dans ses prises de décision, soit c'est de la folie, donc on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, voilà où on en est. J'espère que ce sera que c'est maîtrisé et que ça puisse être très vite mis en place par la Fed et réagi par la Fed. On verra ce que la Fed a à en dire, en tout cas, dès mercredi soir. Et c'est ça qui va être tout l'enjeu de la semaine. Donc, lundi, mardi, vous l'aurez compris, c'est pas le moment où on va faire, où on va prendre un sens. Hein. On va faire lundi, mardi, on va revenir sur. Donc pour moi, là, on va ouvrir à 20 000, clairement, ou pas loin. Ce qu'on devrait faire, forcément, j'espère que vous l'avez tous un peu plus ou moins identifié, c'est que si on ouvre là-haut ou entre les deux ici, on revienne prendre appui là. Hein, ça semble logique sur le haut de la tranche, donc vers le 700, entre 700 et 750. Donc, moi je serais plutôt sur d'ailleurs un 750, puisque c'est le multiple du 25. Hein. Donc, lundi. Donc lundi, pour moi, on revient plutôt sur 19 750, voire pour prendre appui. Mardi, on peut ranger plutôt entre donc du coup 17 150 et 20 000. En attendant, du coup, forcément, de toute façon, on n'aura rien jusqu'à mercredi. Et mercredi, à savoir soit mercredi. Soit mercredi, on va chercher, pour moi, ils arrivent à nous rassurer, et donc on va avoir un potentiel de hausse intéressant, et on peut revenir vers les 20 250 là en haut, hein, plutôt sur le haut ici, vous voyez, de ce range qui avait été travaillé 3 fois avant d'être percé. Hein, donc soit on arrive à revenir là-dessus dès mercredi, soit par contre, si mercredi les propos déçoivent, on cassera assez aisément, à mon sens, le 19 150 là, et là on devrait se retrouver très rapidement aux abords des 18 350 ou 18 400. Ça nous ferait perdre ça. Voilà, ça nous ferait perdre 7% dans la semaine. Donc, c'est largement, ou en 3 jours, on peut perdre 3-4% sur la Fed, et le lendemain un petit peu calmer, et perdre après 3% de plus assez facilement. Excuse-moi, tu as dit 18 400, c'est ça? Ouais. Merci. Voilà, donc en gros, selon de là où on démarre au niveau de la Fed, au moment de la Fed, on pourrait aller pour moi jusqu'à 850, 18 850 en ligne droite. Hein. Si on est aux alentours des 20 000, si on est aux alentours des 19 750, pareil, hein, on peut perdre 1000 points assez aisément. On va même venir à 18 750.
Donc ça, je vais me le marquer. Mercredi, si Fed rouge, hein, tout simplement, 18 750, 18 800, on a dit. Disons que c'est par là qu'on pourra arrêter un peu de vendre s'il doit c'est à partir de 850 même qu'on va arrêter de vendre. Et s'il casse 18 850, il ira à cave. Il ira à 18 400 directement. Hein. Tu veux dire arrêter de vendre parce qu'il peut rebondir, c'est ça? Oui. D'accord, merci. À l'inverse, si la Fed est bleue, enfin si elle est nord, donc du coup on sera plutôt sur un 20 250 qui commencerait à être le point dangereux jusqu'à 20 300 pour 350 qui est vraiment le haut. Vous voyez là le haut du panier, il est plutôt vers le 300, 280. J'ai la R1J là à 320, donc la R3J pardon, donc ils peuvent aller essayer de la chercher avant de redescendre. Et après, bien sûr, par extension, le plus bas du mois précédent, on l'a vu, le plus bas du mois précédent, il a très très bien marché. Avant d'être cassé, on a rebondi énormément de fois dessus. Et même une fois qu'on l'a cassé, on est revenu souvent dessus, 460. Donc, il avait beaucoup de mal. Donc, par extension, ce sera compliqué aussi à aller chercher, à mon sens. Donc, à tes souhaits. Voilà pourquoi je vous disais assez bref, parce qu'en fait, tout simplement, on n'a pas de nouveauté au niveau psychologique. Le marché est toujours dans cette crainte de récession. Le marché a tenté un rebond vendredi, enfin dès mercredi d'ailleurs, hein, avec la bonne news de l'IPC. Donc le marché a tenté d'inverser. On voit qu'il a surtout fait une phase un peu plus horizontale d'accumulation. Et là, au moment de la Fed, forcément, ou juste avant la Fed, c'est le moment où il décide d'être un peu plus latéral, donc d'être un peu plus à l'horizontale. Voilà. Soit à ce moment-là, la Fed rassure et il peut vraiment prendre cette phase-là comme appui pour repartir. Soit la Fed ne rassure pas et là, donc du coup, il peut repartir pour une baisse de plus de 10% d'ici la fin du mois. Voilà. Voire le mois prochain. Ok. Voilà. Je ne sais pas s'il y a donc un peu de questions. Non, c'est bon. Personnellement, c'est bon. Okay. Alors, ah oui, alors sur le groupe, je vois qu'il y a une question. Donc, celui qui a écrit mars 25, il suffit que tu écrives donc du coup June 25, J-U-N, du coup, puisque à la place de 06. Sinon, si tu as. Sinon, comment faire pour le changer en 03? Je crois que c'est juste un réglage. Mais bon, c'est un détail. Tu écrit June 25, ça suffit. Et quand on allume, il nous le demande, non? Si on ne veut pas changer. Normalement, quand tu allumes, il va te le demander, tout à fait. Il faudra penser cette fois-ci, lorsque vous fermez, à sauvegarder pour qu'il se rappelle que vous avez changé de rollover. Et non, il n'y a pas un mois. Je ne sais pas s'il y est, Fred, comme il pose des questions par message ou si il est là. De toute façon, alors, ok. Donc, Fred, oui, il est là. Donc, du coup, tu n'as pas un mois pour valider ton compte Eval. Le compte Eval est facturé au mois. C'est différent. Ça veut dire que tu peux mettre des années à le valider. Tant que tu payes ton abonnement, il restera au solde que tu es lorsque tu payes ton abonnement. Donc, si tu es au-dessus de 25 000, tu resteras au solde en cours. Si tu es en dessous de 25 000, tu resteras aussi malheureusement au solde en cours. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux le tuer si tu es en dessous de 25 000 et repartir propre que de payer et d'être à 24 700 par exemple. Alors que bon, voilà. Donc, tu n'as pas de délai. C'est juste que ton abonnement, il est mensuel et il est donc du coup mensuel de date à date. C'est-à-dire si tu l'as acheté aujourd'hui,
le 16 mars, il te sera refacturé le 16 avril. Mais tu peux le valider quand tu veux, même si c'est le 16 mars 2026, il sera validé PA si tu en as besoin. Il n'y a aucun problème. Il y a pas de... Juste un petit truc, il faut que faites attention à regarder combien on vous prend le mois prochain, parce que je sais plus qui s'est fait avoir avec 70$ la dernière fois, je crois que c'est Nadège. Alors regardez-le. Si vous prenez... Surveiller si la promo en cours n'est pas plus intéressante que le réabonnement. Voilà. Ouais. La dernière Bon, sachant que là, la promo en cours, maintenant, c'est 50%. Je 70. pense qu'il vaut mieux que vous gardiez vos abonnements à moins 80 là, que vous aviez tous, parce que ce sera moins cher que la promo en cours. Non, le changement, il faudra que tu le fasses. Le changement, il se fera demain quand tu vas allumer ton ordinateur. Il va te le proposer, tu mets oui, et voilà. Alors, si ça casse vers le bas, on serait plutôt vendeur. Et si oui, à partir de combien? Alors, exactement, de toute façon, on va rentrer, vous l'avez vu un peu, moi, sur des trades un petit peu différents. C'est un peu plus difficile de se positionner. Il ne faut pas se positionner contre non plus le marché. Voilà, là, vendredi, le marché monte de 2,41%, donc ce n'était pas le moment de vendre. Mais quand on est sur une journée comme celle-ci, là, par exemple, quand on est sur ce gap-là, c'est pas le moment non plus d'acheter. Je veux dire, voilà. Donc oui, s'il casse, de toute façon, là, mercredi, on sera. Mercredi, s'il part rouge, il va être rouge pendant un moment. Le marché va s'effondrer pendant un moment. C'est qu'ils auront été déçus et par le comportement économique des politiques et par la Fed. Et donc là, ils vont vraiment avoir peur. Si ça tient, ben, on pourra toujours espérer le rebond. À voir, voilà. À voir si vraiment il repart. Mais je ne sais pas trop là sur quoi il peut repartir, honnêtement. On dit que la Fed nous fasse vraiment une grosse surprise. Je ne vois pas bien sur quoi il peut repartir. Voilà. Donc, alors, ce qui est assez important, oui, c'est de vous dire aussi un truc, c'est que, bon, vous l'avez vu, il ne faut pas se dire que parce que vous tradez ou parce que vous allez suivre les positions, que ce soit moi ou après s'il y a d'autres lives à venir, puisqu'il y en a d'autres qui seront à venir. Suivre un trader, ça ne veut pas dire que vous allez gagner tous les jours. Suivre un trader, ça veut juste dire que vous allez appliquer un risque management et qui va vous permettre sur le long terme d'être gagnant. Et c'est bien ça qu'il faut se rappeler, c'est que c'est sur le long terme que vous devez être gagnant. C'est pas grave de fermer votre journée rouge, vous n'en avez que faire en fait, finalement, puisque c'est plus important d'être gagnant sur le long terme. Ça, c'est très important, je pense que tout le monde le mesure. Je voulais vous donner un petit texte, tiens d'ailleurs. Ah oui, je vais vous envoyer aussi le lien là sur le groupe pour que tout le monde puisse s'inscrire, ceux qui ne sont pas encore inscrits, notamment. Et par rapport aux réactions de chacun, tu vois, bon, Michel vous a partagé quelque chose, notamment sur un aspect de prière, mais qui a été très bien repris par Richard. L'important pour moi, c'est surtout que vous compreniez qu'on est aussi avant tout ce qu'on pense être. Et donc forcément, si on pense de la prière, ben, formate aussi notre cerveau, c'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Et voilà, moi j'ai toujours eu l'idée que Dieu était en chacun de nous. Et donc c'est dans l'idée de Dieu, pour moi, ce que valorisent les religions, c'est que dans la manière dont ça aurait dû être transmis, c'est que chacun de nous, par la connaissance de soi, peut retrouver, chercher et trouver ses réponses intérieures et donc ses réponses pour le reste de sa vie. Donc, par rapport justement à comment gérer ces erreurs, comment gérer ces stop-loss, comment gérer ces pertes, ces journées rouges, voilà, je vous lisais un truc, parce que c'est quelque chose que j'ai écrit là un petit peu ce week-end.
Donc l'idée que Dieu est en chacun de nous et que l'humanité elle-même est une manifestation du divin est présente sous différentes formes dans le soufisme, le christianisme mystique, le bouddhisme et même certaines interprétations du judaïsme. On met l'accent sur la connaissance de soi, ce qui rappelle la célèbre phrase de Socrate « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Dans de nombreuses traditions spirituelles, la compréhension de soi mène à la compréhension du divin, car nous sommes une part de cette grande force qui régit l'univers. L'idée que le bien, le mal et les tentations font partie de nous est aussi puissante. L'être humain porte en lui la dualité, et c'est dans la reconnaissance de cette dualité qu'il peut atteindre un équilibre. Le véritable défi n'est pas d'éliminer totalement le mal ou les tentations, mais de les comprendre, de les canaliser, de les transcender pour trouver un chemin d'harmonie. Cela rejoint aussi le concept du libre arbitre. Nous avons en nous les graines du bien et du mal, c'est à nous de choisir de naviguer entre ces forces et de nous élever à travers la compréhension de notre propre nature. Si Dieu n'était pas une entité extérieure à nous, mais la force même qui anime notre conscience, notre quête de vérité et notre capacité à s'aimer et à évoluer, c'est une perspective qui invite donc à la responsabilité et à la profondeur spirituelle, car si Dieu est en nous, alors notre manière de vivre, d'agir et de penser devient une expression de cette divinité intérieure que l'on doit chacun trouver. Donc, si vous voulez, si certains, ça peut vous aider, je vous l'enverrai si vous voulez le relire. Mais c'était pour que certains essayent d'assimiler comment on peut accepter À tes souhaits. Oui. Tiens, justement, à tes souhaits. Comment on peut accepter de ne pas toujours être dans la réussite, comment on peut toujours accepter d'être dans cette dualité, de gagner et de perdre, et que perdre fasse partie aussi du chemin, et que ce ne soit pas perdre qui nous empêche finalement d'être divin, mais que ça fasse partie de notre apprentissage. Il ne faut pas voir la journée rouge comme une finalité. Il faut la voir comme une expérience que l'on traverse pour aller aussi vers la réussite et pour que cette réussite, cet accomplissement lorsqu'on aura canalisé un petit peu tout équilibré les différentes facettes de nous, faut que cette journée verte du coup soit encore plus gratifiante. Voilà. C'est peut-être grâce à ces journées rouges que l'on gratifiera encore plus les journées vertes, parce que je pense qu'on ne gratifie pas assez les journées où on gagne. Certes, on est content, on a ce plaisir de se dire qu'on a gagné, mais je pense que beaucoup d'entre nous ne le valorisent pas à sa juste valeur. Donc dites-vous que quand je vois qu'il y en a qui disent bon, ben, j'ai fermé, j'ai fait que Michel par exemple qui l'a fait très justement vendredi en disant ben voilà j'ai fait que j'ai fait 180 mais je m'en fous, je vais pas aller chercher les $20 de plus. Eh ben, c'est énorme déjà. C'est déjà énorme d'avoir fait 180, c'est déjà énorme d'avoir fait même ne serait-ce que $50 de gain, comme le disait Richard. Quand tu as fait ton retrait, il te reste que 500 à faire pour redemander 500. Il te reste pas 1500 à faire. C'est parce que nous, on a envie, le parfait, c'est de faire du coup 8 jours à 200. Et si tu fais $50 pendant 8 jours, tu peux reprendre 500. Et 2 fois 500 en 16 jours, ben, on n'est pas loin du salaire. 2000 par mois. Voilà. Donc, vraiment, si certains le veulent, je le partagerai là ça sur le groupe. Mais il faut que dans ces moments, dans ces quelques journées où des fois on enchaîne un petit peu des SL et on recommence, déjà ne pas remettre tout en question parce que ça fait partie de la stratégie et ma foi, ben, c'est comme ça. Et surtout se dire que ça nous permettra de valoriser encore plus le jour où on sera gagnant. Voilà. Ok. Ouais. Donc mercredi, grosse journée. Jeudi, on est tous ensemble. Vous pouvez tous venir, bien sûr. Donc j'espère qu'il y aura Lisa d'ailleurs. Je ne sais pas si elle s'est inscrite.
Et puis voilà. Frédéric, je ne sais pas aussi si tu t'es inscrit. Je t'enverrai je te renverrai le lien, Fred. Ah oui, tu t'es inscrit, ça y est, parce que la dernière fois, ils m'ont envoyé la liste et je n'avais pas vu ton nom. Donc voilà. Nabila aussi, bien sûr. Je ne sais pas si tu es dispo. Ouais, il faut passer la chercher, je crois. Allez. Bon, ben parfait, Nabila. Bon, ben écoutez, voilà. Je vous remercie. Petite semaine la semaine dernière. La psychologie de marché n'a pas changé. On est toujours sur un marché angoissé, toujours sur un marché qui est dans le doute face à la récession éventuelle des États-Unis. Un marché quand même qui a réussi à couper grâce à l'IPC et grâce à l'inflation qui ressort donc moins élevée qu'attendu, a réussi à couper sa baisse, à se mettre à être plus horizontal, faire une phase d'accumulation dont il essaye de sortir par le haut en espérant profondément que la Fed lui permette de rebondir parce que sinon on va directement à la cave. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci à toi. Ciao. Ciao. Bisous. Ciao à tous. Bonne soirée. À demain. Salut. Ciao. Ciao, Mélina, pardon. Ouais, on la voit qu'une fois par semaine.